On a passé le 22 mai, donc déjà on est le 23. Et pour certains, c'était symboliquement important, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Toujours, on est toujours dans le passage et dans le déplacement, en tout cas dans le temps. Si on ne peut pas se déplacer dans l'espace et si on ne peut pas se déplacer non plus dans l'espace mental et qu'en fait on est relativement prisonnier de son univers mental et on en souffre. Donc, conversation de la nuit. Donc, mon conversateur, en tout cas mon interlocuteur, alter ego, imaginaire, mais néanmoins présent, va bientôt être là. Donc, on va pouvoir commencer l'échange, commencer le, l'échange en situation de réalité, en situation d'irréalité. Ça s'équivaut. Alors, bienvenue à toi. Donc, cela fait longtemps. Oui, ça fait un moment. T'as raison. J'ai, j'ai pas compté les jours, mais ça fait déjà quand même 2 semaines, quelque chose dans ce genre. Oui, je sais pas à qui la faute, mais en tout cas, c'est dommage, c'est déplorable. On peut le regretter, mais on doit en tenir compte. En tout cas, se résigner à ce moment de non-communication. Je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas désespérer, puisque finalement, c'est important. Je suis important pour toi, comme tu l'es pour moi. Moi aussi, d'ailleurs, je me pose la question, mais comment j'ai fait pour ne pas me laisser mourir à cause de ton absence? D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il est peut-être mort. Cette absence ne lui ressemble pas, alors il doit être décédé. Il a dû, il a dû en finir avec la vie d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit peut-être que c'est de ma faute, un peu à force de me côtoyer, moi qui suis un peu tangant, un peu pas très, pas très stable à ce niveau-là. Un coup, je suis en faveur de la vie, un coup, je peux évidemment glorifier la mort. Si on glorifie la mort, c'est la mort formidable. La mort, comme certains le disaient à un moment donné, la mort qui a un sens. Ce qui est extraordinaire, c'est que, et permets-moi de le dire et de prendre un peu de temps pour le dire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, moi, dans mon parcours de vie, qui à un moment donné a parlé d'un autre, a dit, en fait, et il a mis fin à 6 jours, mais il aurait au moins dû attaquer un agent de l'autorité. Il n'aurait pas dû mourir bêtement. Donc, attaquer et mettre à mort, en tout cas essayer de mettre à mort un agent de l'autorité, symbole de l'État oppresseur. Alors, on ne sait pas quand ça démarre, la conscience, qu'on est régi par un État oppresseur ou oppressif, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, je ne me rappelle plus évidemment, cela date de plus de 30 ans, alors évidemment, se rappeler exactement du contexte. Et en tout cas, il y avait cette chose-là. Et
longtemps après, on remarque des gens qui mettent, qui vont finalement à la mort en même temps, ils tentent, en tentant d'aller porter atteinte à un agent de l'État, un représentant de l'État, évidemment en uniforme, parce que ça a plus de sens. Ça aurait pu être un fonctionnaire, c'est aussi un agent de l'État, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins, comment dire, marquant. Agent de l'autorité qui est peut-être armé, c'est encore mieux. Un agent qui a la possibilité, qui est doté de ce pouvoir de vie ou de mort sur les autres. Donc on tue quelqu'un, en tout cas on essaie de tuer quelqu'un qui lui a légalement le pouvoir permanent de d'oxyre n'importe qui pour une raison ou une autre. Alors voilà donc comment les choses se présentent. Donc on dit une mort, d'accord, on te conteste pas le droit de mourir, de mettre fin à tes jours de façon précoce, quoi, de façon, comment dire, de pas attendre la mort normale, biologique, etc., la fin du corps, mais tu décides, en prenant en compte un certain nombre de considérations, évidemment, très, très rationnelles ou pas, ce n'est pas la question, mais c'est une rationalité comme une autre. Donc ça aboutit à une décision. Donc mourir, donner un sens à sa mort. C'est c'est- c'est un peu compliqué comme histoire. Alors pourquoi j'ai parlé de la mort et le sens à donner à la mort? C'était c'était quelqu'un qui a annoncé qu'il allait mourir donc bientôt et que apparemment il a dû dire qu'il aurait voulu faire de sa vie, de sa mort plutôt, un chef-d'œuvre. Alors lui, il a réussi sa vie, si l'on peut dire, et donc il va mourir, pas parce que la vie lui paraît insupportable, mais parce que son corps l'a lâché. Faire de sa vie un chef-d'œuvre. Voilà, donc là aussi, on rencontre toujours cette idée de, de donner un sens à sa mort, de singulariser sa mort, de ne pas mourir bêtement, d'attendre comme ça, allongé, d'entrer en agonie, etc. Et puis commencer les signes classiques de, comment dire, du passage de vie à trépas. Alors, t'en penses quoi? Ben, je vois pas qui tu fais allusion, seulement, évidemment, c'est un peu compliqué de savoir que l'on va mourir, de connaître plus ou moins l'heure, le moment, quoi. Et puis, ça doit faire mal, parce que l'on doit avouer que l'on est impuissant à se protéger, à s'auto-protéger, à s'auto-préserver. Donc voilà, on avoue. C'est compliqué pour quelqu'un qui a toujours, supposons quelqu'un qui a toujours régi sa vie selon un plan, selon des, comment dire, selon un point de vue, quelque part, selon une orientation qu'il aurait décidé à lui-même. Et là, sa maîtrise sur sa vie lui échappe. Là, il doit dire adieu. Voilà. Alors, il ne dit pas adieu, puisque, a priori, il n'est pas croyant. Donc, je sais pas, un néant.
Puisque quand on n'a pas de Dieu, on a le néant. Mais le néant, c'est encore une autre forme de la divinité. La divinité est aussi quelque chose qui n'a pas de corps, qui peut être une autre forme du néant, de néant. La chose qui est capable, finalement, de tout englober. La chose qui va pouvoir durer plus qu'éternellement. Il n'y a pas de limite dimensionnelle, il n'y a pas de limite temporelle au néant, à Dieu aussi, donc pareil, pareil. Donc, quelque part, c'est une histoire de mots, pas tellement important. Oui, à Dieu, en espérant qu'il y ait un Dieu pour accueillir. Et puis après, bon, il y a le jugement. Ça, c'est pas évident. On peut être accueilli, mais accueilli, et quelque temps après être, comment dire, non pas condamné, mais être envoyé au bûcher éternel, quelque part, au feu de la gêne. Et donc, on imagine, alors, il y a des choses que l'on a sur les choses extrêmes, la violence ultime, la violence extrême. Mais en enfer, on a comme ça des exemples. Un enfer peuplé de gens affairés, des gens, des professionnels de la violence. Voilà. Ils font ça parce que, pas de façon arbitraire, c'est normal. Les fautifs, ceux qui ont mérité, voilà, et c'est des supplices interminables. C'est pas un supplice, voilà, bon, on a trop supplié, et puis finalement, le supplicié est mort. On ne peut pas le ressusciter pour de nouveau le supplicier. Alors on laisse tomber. Mais en enfer, on peut vraiment amener le condamné, le réprouver jusqu'à ce qu'il rende l'âme, si l'on peut dire, et puis finalement le faire revenir à la vie pour recommencer le cycle de la punition, de la... Excuse-moi, mais je m'enfonce, je trouve que c'est lourd. C'est un peu pas très commode de parler de ces choses-là. Alors, je te comprends, c'est un peu compliqué. Un mot en entraîne un autre, et puis finalement, on est comme ça, on n'est pas, on est envahi de mots et on perd un peu la maîtrise sur les mots. Et ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient j'annonce des choses. Quoi? Annoncer. Oui, je dis, je récite, comme si je récitais quelque chose de très, très connu, quoi. Moi aussi, je participe à la récitation. C'est vrai, je me rappelle l'enfer. Il y avait une description de l'enfer, non pas dans Dante, etc. L'enfer, l'anti-enfer, etc. Là, c'est juste dans un livre qui est censé finalement nous dissuader de courir le risque d'aller en enfer. Donc voilà le tableau. Il décrivait le tableau. Et il y avait une tante qui ne savait pas lire. Et donc moi, je lui lisais, je lui rapportais ce qui était dans le livre. Et j'étais effaré.
et j'étais effaré de tout ça. C'était violent. Il n'y avait pas d'image, mais il y avait les mots. Je comprenais. Et ça m'impressionnait. Et puis, il m'était posé la question quand même. Mais, mais pourquoi ma tante prend-elle plaisir à entendre tout cela? Ça m'avait interpellé. Alors, à ce moment-là, oui, ça continue d'ailleurs de m'interpeller un peu moins, mais ça m'interpelle toujours. Et c'est vrai que c'est une personne très croyante, très pieuse même, l'on pourrait dire. Même si par ailleurs, c'est quelqu'un de très vivant, quelqu'un qui a un fort pouvoir érotique, en tout cas à mes yeux. Ma tante était très érotique. J'avais l'impression qu'elle avait une vitalité démesurée, qu'elle bénéficiait de quelque part d'énergie vitale, etc., etc. Et puis j'aimais aussi sa voix, son visage, sa voix un peu enrouée, mais j'aimais bien le timbre de sa voix. Ah, t'as utilisé le timbre. Cette fois-ci, t'as pas utilisé le mot registre, tessiture, timbre. Ben oui, elle a aussi ce mot-là pour parler de la voix d'une personne. T'étais amoureux de ta tante? Non, 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 non. De toutes les façons, on peut être amoureux de sa mère, de sa tante, pas de sa grand-mère, parce que qu'est-ce que ça change? On est impressionné par des gens, impressionné jusqu'au point de ressentir un trouble érotique, peut-être. Qui sait? Ça, c'est une interprétation après coup, c'est toujours problématique d'interpréter des siècles après. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas mort. Tu vois, je suis pas mort. Pas encore, quoi. Je suis pas mort. J'ai droit à un peu de sursis, quoi, si l'on peut dire. Je suis en sursis. Mais on m'a pas dit de combien. Je suis en sursis jusqu'au moment où, voilà, où on viendra appliquer la sentence, hein. Donc si jamais, voilà. Il y a un moment, il y a trop, on va dire, il y a trop de monde. Donc on va mettre des condamnés, on va les mettre un peu dehors, on va les laisser libres d'aller venir en attendant que des lieux soient de nouveau disponibles. Il y a trop de monde sur la terre, elle n'en peut plus. Elle reçoit trop de dépôts. Voilà. C'est vrai qu'on brûle pas mal de gens, donc c'est. Mais quand même, on n'a pas lafré la terre un peu partout, et puis on a mis des gens, on y a mis des gens. Alors ça me rappelle cette histoire des stades, en Bosnie, Herzégovine. Voilà, on ouvrait le ventre du stade et puis on y déposait des gens. Je sais pas si on les a ressortis depuis pour aller les enterrer plus loin, pour récupérer le terrain de foot, pour récupérer la terre, quoi, les lieux, enfin récupérer des réjouissances populaires. On ne peut pas transformer ce qui était prévu pour distraire ou pour
On ne peut pas transformer ça en cimetière. Donc il faut, chaque chose doit être à sa place. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Toujours, tu me laisses toujours prendre toujours faire la course en tête, mais pourquoi? Ben moi, je m'en contente d'entendre le timbre de ta voix. C'est déjà pas mal. Ça fait longtemps. Ça me manquait. Donc je vois, j'essaie de voir si tu vas bien à travers le timbre de ta voix. Là, tu parles doucement. T'es un peu stressé, quoi. T'es pas à ton aise. Ouais, je suis pas à mon aise. J'aimerais être ailleurs. Et ailleurs, tout sauf peut-être un ailleurs plus ouvert. Mais je sais pas. Et quelquefois, quand on compare, on se dit on est mieux là où on est. Et une chose dont je voulais te parler, c'est le temps. Le temps. Alors le temps, c'est c'est d'être frustré, d'être privé du mois de mai. Euh, En gros, le mois le plus intéressant de l'année. Et puis ce mois, ben, c'est comme si c'était un autre mois, mais surtout pas un mois de mai. Froid, gris, grisaille et froideur. Grisaille ou froideur et grisaille. Et puis, pluie, c'était mouillé, c'était gris, c'était frais. C'est toujours bizarre de voir que l'on va basculer comme ça, sans préambule, dans la chaleur de l'été. Il va falloir se débarrasser de tout ce que l'on porte encore maintenant. Toutes ces choses-là, faites en polaire. Polaire. C'est vrai, un climat polaire, il lui faut du polaire. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire demain? Ah, demain, c'est en train de se produire demain. Enfin, dans la journée, en fin d'après-midi, il va y avoir une chose. A priori, je vais pas en être avec quelqu'un qui va se remettre à faire ce qu'il avait l'habitude de faire avant les événements en cours. Ça va être, ça va être un peu, ça va faire bizarre après un an d'arrêt. Je vais pas y aller. Pourquoi tu y vas pas? Qu'est-ce que ça te coûte? Ça me coûte ma fierté. Cette personne ne m'a pas appelé depuis très longtemps. Très, très longtemps. Donc elle fait partie des cortèges de ceux qui m'ont trahi. À ce point, tu penses ta relation aux gens en termes de trahison, fidélité, trahison? Oui, ça m'arrange. Et puis, il y a traître et traître. Il y a des traîtres de bas niveau, puis il y a des traîtres. Lui, cette personne fait partie des traîtres médians, voilà, quelque part. Après, je sais pas si j'ai un traître de haut niveau, mais en tout cas, ce que je déplore, c'est que j'ai pas la capacité ou j'ai pas le pouvoir de haïr. C'est ça qui m'embête.
D'ailleurs, ça m'embête, je sais pas. M'embête quand je vois quelqu'un considéré comme un massacreur de masse et je peux pas le haïr. Il y a des gens qui m'ont trahi, j'arrive pas à les haïr. Des gens qui m'ont volé, dépossédé, qui m'ont privé de mon avenir d'une façon indirecte. Et qu'est-ce que je peux faire? Haïr, je ne n'aime ni ne hais fondamentalement. Je suis un peu indifférent, je suis un peu ailleurs. Qu'est-ce que tu penses du silence, silence entre nous? Compliqué le silence. Il m'arrive dans la journée de me mettre en silence, de ne rien faire et de rester là, sans bouger. Je suis pétrifié, enfin, ce que je vis me, me, me prive de toute capacité de réaction, comme si j'ai perdu le contrôle sur moi-même. Je suis là, sans volonté, sans capacité de me mouvoir, de faire, de réagir. Voilà, c'est comme ça. Bref, tu souffres. Je souffre et j'ai la nette impression, même certitude, que je vais souffrir encore plus. Là, je ne fais que commencer. Normalement, est-ce que je souffre ici-bas pour ne pas souffrir, avoir à souffrir dans l'au-delà? On me dira, toi, t'as expié, suffisamment expié pour ne pas faire un séjour, avoir à faire un séjour en enfer. Et c'est vrai, je ne sais pas si je suis en train d'expier ou si je suis en train de, ou si c'est autre chose, mais en tout cas, j'aimerais bien que ce soit ça. Au moins, ça aurait un sens. Mais expier quoi? Ben, mes fautes. C'est bizarre comment tu penses les choses. C'est pas bizarre, c'est, je sais pas. Je trouve que j'ai fait trop d'erreurs. Des erreurs qui étaient trop faciles à éviter. Et c'est bizarre, il y a un manque de lucidité, de clairvoyance, etc., etc. Je faisais les choses, mais sans comprendre que cela allait pouvoir, que cela allait engendrer des conséquences dramatiques plus tard. Je sais pas. Et je vois quelqu'un, il vient vers moi. Bon, moi d'abord, j'essaie, je mesure l'intérêt qu'il pourrait avoir pour moi. Cet être est intéressant jusqu'à un certain degré. Cet être n'est pas intéressant. Alors je l'écarte. Mais j'ai écarté tellement de gens que finalement, je me retrouve seul. Et puis il y a des gens que j'aurais dû écarter, que je n'ai pas écartés parce que j'ai fait preuve, j'allais dire, de tolérance. Mais de tous les actes, finalement,
passe par la moulinette de la remise en cause. Tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, finalement, subit une sorte de recyclage. En fait, ce qui était bien devient assez, pas tellement bien. Est-ce qu'on a fait mal, est-ce qu'on a mal fait? Je sais pas, en tout cas. Alors, je te parle pas de ce que je n'ai pas fait de bien ou de mal. Là, il y a des dimensions du bon et du mauvais auxquelles j'ai pas eu accès. Ah, je peux pas dire, tiens, j'ai eu la possibilité de trahir ma patrie. J'ai été un traître condamné à mort, comme Mata Hari, par exemple, cette figure de mon enfance. Ah, m'a condamné à mort. Quelque part, voilà, je suis quelqu'un d'important. Eh ben non, tout sauf avoir un destin intéressant. Ouais, j'allais quelque part finir employé des ministères de l'éducation nationale, voilà, simplement. Quelqu'un qui fait ses routines, voilà, qui suit ses routines, voilà, qui dispense soi-disant savoir à des gens qui sont là pour, avant tout, obtenir un diplôme, un sésame pour accéder à un statut social envié. Ouais, l'ascension sociale à travers le diplôme universitaire, peu importe si entre-temps on n'a rien assimilé, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le diplôme. Mais si je comprends bien, t'as jamais pu te persuader que tu pouvais être un enseignant, un enseignant valable, un enseignant de valeur. Non, je trouve que j'avais rien à enseigner, que je n'avais pas de compétences, j'avais pas la compétence, j'avais pas le savoir, que j'arriverais jamais. Pourtant, certains ne se préoccupent pas de ça. Ils prennent et puis ils entassent et puis ils donnent à ingurgiter. Je ne pose pas la question de savoir si c'est bien eux, si c'est le résultat de leur recherche, de leur effort. Je ne pose pas la question de savoir s'ils maîtrisent bien ce qu'ils transmettent réellement. Ouais, il y a un problème, savoir quelle est notre valeur, notre compétence innée et acquise. Quel est mon talent? La chose que je pourrais bien faire, presque naturellement, de façon automatique. Ouais, je pourrais avoir une compréhension, une capacité de performer dans un domaine en particulier. A priori, chaque être est doué pour quelque chose. Moi, je suis pas doué pour le comptable, je suis pas doué pour ceci, je suis pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis doué. Ah, je suis doué pour prendre la matière qu'il y a chez les autres, essayer de me l'approprier d'une façon qui ne peut pas se deviner comme ça, premier abord. Ouais, il suffit que je tombe sur un
sur quelque chose, puis bon, je me remplis de cette chose et je peux, et par réaction, je peux produire quelque chose. Oui, sauf dans le romanesque, mais sinon, il s'agit d'un petit texte de prose ou autre, là, j'y arrive. Bah, tu vois, tu as un talent quand même. Si tu veux, c'est pas vraiment un talent pour moi. C'est quelque chose de pas important. Peut-être que j'aurais dû jouer, je sais pas, emprunter la figure du poète maudit, du proscrit, du révolté permanent. J'aurais pu choisir d'être toujours dans l'opposition, dans la confrontation, dans la guerre. À partir du moment où j'ai commencé à composer, à tenir compte des autres, à modérer mes élans, à temporiser, là, j'étais fini. Il a fallu pousser les choses très loin. Mais on ne peut pas, évidemment, se construire un destin comme ça après coup. Tout ça, ce sont des hypothèses, des conjectures. La réalité, la réalité là, concrète, immédiate, c'est un délabrement intérieur. C'est le corps et l'esprit qui se, qui s'en vont. Je perds ma substance. Enfin, je perds. Chaque fois, je perds un peu. Mais je perds même jusqu'au la capacité de me mettre en colère ou de ressentir de la tristesse. Je suis comme ça. Je suis devenu ça. Et évidemment, je connais plus rien d'autre. Donc je peux pas être triste parce que si je dois, si je vis dans une forme d'ambiance mentale, à force, je finis par croire que c'est la seule qui existe. Mon univers mental est fait est composé de choses sans corps, presque informes. Beaucoup de pénombre, beaucoup de coins obscurs, des choses oubliées, laissées comme ça, souvent cassées. Des échos de voix, de temps en temps, passe la silhouette de quelqu'un, mais on ne saurait pas dire, on ne saurait pas nommer la personne. Ça passe trop vite. Il y a des silhouettes un peu comme ça.
qui vont, ils viennent. Ils viennent à la lumière, puis ils retournent dans leur coin. Un univers mental plein de silence, silence qui nous disent rien, le silence muet qui ne correspond à rien. Beaucoup de paroles ont été dites, beaucoup de gesticulations. Il reste plus rien. Il reste quoi? Même le sommeil, les rêves, l'éveil, le réveil, l'éveil. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un lever de soleil. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un coucher de soleil. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer ou l'océan. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les étoiles. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les étoiles qu'il peut y avoir dans le regard, la lumière, qu'il peut y avoir dans le regard de quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps qu'on m'a pas touché pour me réconforter, pour me rassurer. Ça fait longtemps. Les choses qui étaient accessibles sont devenues hors d'atteinte. Ordinaire. L'ordinaire est devenu extraordinairement rare. Pourtant, c'est que de l'ordinaire. Je me rappelle, dans le temps, il y a longtemps, quelqu'un m'avait invité à boire un café. On va au café. Et lui, il prend un café et il me dit ce que je veux. Et moi, je prends un jus. Un jus de fruits, c'est 2 fois le prix du café. Mais ce que j'en ai gardé, c'est pourquoi j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre un café, moi aussi. Et quand, à l'époque, il n'était pas du tout difficile d'avoir quelqu'un pour vous accompagner au café, vous inviter au café, ou quelqu'un que vous pourriez inviter à aller au café avec vous. Pas compliqué. Même l'époque où moi, j'invitais quelqu'un dans un sorte de salon de thé. Je prenais un café et la personne prenait quelque chose de plus costaud que le café. 3 fois le prix du café. Ça me dit, j'étais pas. C'est comme ça. Moi, je suis là, j'ai invité. La personne se régale et c'est ça mon plaisir. Tant pis si moi je dois me contenter d'un café. Tant pis. Aujourd'hui, tout cela est encore présent dans ma mémoire. Je peux rien en faire. Quand on peut plus rien faire.
C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Insupportable, cette litanie un peu. Ben oui, je suis dans la litanie, qu'est-ce que tu veux? Je suis litaniste ou litaniseur ou litanie. Je peux rien faire d'autre. Je fais la liste. Bon, c'est un peu pesant, je comprends. Un peu lourd. Mais je prends mes aises avec toi, n'est-ce pas? je, je peux, bien sûr que tu peux. J'attends. Je suis toujours un peu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va dire? Ou alors, quelquefois, je me demande à partir de quel moment il va se rendre compte qu'il est un peu déprimant. C'est vrai, cette histoire de déprime. Il y a des gens à qui ça fait peur. T'es trop déprimé, toi. T'es trop noir, toi. T'es trop dark. Comme on disait, t'es trop compliqué dans ta tête. Tu te poses trop de questions. Ouais, t'es un peu compliqué, t'es un peu lourd. C'est ça, ce que ça voulait dire. Je peux pas t'accompagner. Ton univers mental est un peu mal supporte. Ouais. Mais se pose est-ce qu'il y a des questions qu'on se pose comme ça de façon juste parce que on a envie de se compliquer la vie? Est-ce que c'est une manière, comment dire, est-ce qu'il y a derrière ça une volonté de paraître plus, comment dire, plus savant, plus introduit qu'on l'est en réalité? Est-ce que ce n'est pas une forme de gonflement de l'ego, une manière à paraître plus ample que ce qu'on est en réalité, à couvrir plus de surface? Je parle du destin, je parle des impasses, comme on dirait, des impasses évolutionnistes. Je parle de la crise, je parle de la nécessité de donner un sens aux choses. Est-ce que c'est uniquement de la posture? Il est possible que l'on soit un peu toujours dans la démonstration, dans la recherche de l'effet, faire de l'effet sur les autres. Souvent, les autres le font, mais aussi tant d'autres. Tiens, t'as entendu ce qu'a dit un tel sur ce sujet? Tu vois, il a parlé de la tragédie. En quel terme il a parlé de la tragédie? Les références qu'il a données. Tu vois, à quelle tradition il appartenait? Le destin de l'homme dans l'œuvre d'un romancier, dans l'œuvre d'un poète. Il y a
la façon de parler du temps qui passe, de la mort. On peut parler de la mort sans être forcé de citer des gens considérés comme des références absolues. Moi, je me souviens jamais. Et comme je peux pas m'appuyer sur les citations, ben, j'essaie de créer, de remplacer les citations des autres par mes propres citations. Oui, j'essaie de combler les vides. Et tu penses quoi? Que je suis plutôt vide ou vide plein ou plein vide? Est-ce que ben, je constate qu'il y a plein de choses qui restent sans réponse chez toi, pour que quelque part tu sembles un peu avoir comme hantise de ne pas, d'essayer de ralentir un peu le mouvement de l'extinction, le mouvement de... Comme si tu avais peur de quelque chose et que cette peur, tu essaies de la conjurer. Oui, un peu une angoisse profonde, primitive, une angoisse originelle que tu essaies de noyer. Voilà, comme ces abeilles qui se mettent à plusieurs sur un frelon pour essayer de le faire monter en température et ainsi le faire, le faire mourir. Donc, l'angoisse, en la recouvrant avec les mots, on la, on la cache. Et puis, pourrait même finir par penser qu'on l'a, qu'on s'en est débarrassé. Les choses qu'on ne voit plus, ben, c'est comme si elles ont cessé d'exister. N'empêche que l'angoisse, elle arrive toujours à se libérer et à revenir à la charge. On peut l'appeler angoisse, on peut l'appeler peur, on peut l'appeler interrogation, on peut l'appeler, on peut aussi l'appeler volonté de comprendre, de saisir. A priori, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Oui, je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Je peux parler? Oui, il n'y a rien à comprendre. Et en fait, même l'effort de chercher à comprendre est un effort vain. Là, je te rejoins, je complète un peu ta pensée. Vouloir donner un sens aux choses, c'est quelque part perdre son temps. Car tout a un sens et tout n'a pas de sens. Il n'y a pas, c'est pas une histoire de sens. Car tout cela n'a pas de, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de terme pour désigner tout cela. Nous vivons, nous sommes là, nous interagissons. Pour vivre, il faut que nous intégrons de nouvelles choses. C'est quoi cette histoire?
Tu ingères une chose et tu peux pas la garder entièrement. Tu en rejettes une partie, tu en gardes un peu, et finalement, tu es obligé d'ingérer en permanence. Tu sais quoi, une sorte du tunnel ou de lieu de passage par lequel passent les choses, transitent les choses. Est-ce qu'on peut dire, tiens, un minéral transitant ou une chose biologique transitant par, ou encore acquiert une qualité ou une fonction ou améliore quelque chose en elle. Je sais pas. Quand un minéral traverse mon corps, est-ce qu'il se charge de quelque chose de particulier, d'un électron supplémentaire? Est-ce qu'il y a... À quoi on sert fondamentalement? Ouais, tu poses la question, une des questions centrales, si il peut y en avoir, par que toutes les questions sont centrales. Ou... En tout cas, je peux ajouter quelque chose à ces propos. Je viens de manger la moitié d'une tête d'agneau, sans la peau, évidemment, avec un peu de chair et surtout l'œil. Je viens de manger un œil, un œil au vin, voilà, on n'a rien fait. Petit, j'étais pas du tout attiré par l'œil, je pouvais pas. Je voyais les adultes en consommer. C'est pas que ça me horrifiait, mais je me disais jamais tu pourrais. Aujourd'hui, je le fais sans hésitation. J'ai pas grand plaisir, je suis pas. Et fondamentalement, j'ai mangé la moitié de la tête, enfin, sinon on peut dire la moitié, d'un agneau. Est-ce que j'ai, il n'y a pas la cervelle, est-ce que j'ai ingéré quelque chose qui va me permettre de disposer d'une qualité qu'avait l'agneau? Voilà, est-ce qu'il y aurait une transmission comme ça d'un corps à un autre, à part les éléments nutritifs? Est-ce que j'ai quelque chose en plus? Est-ce que j'ai accès à une partie du monde mental, l'univers mental de l'agneau? Ce qu'il a pu vivre, ressentir, la personnalité qu'il avait, enfin, la personnalité naissante qu'il avait, puisqu'il n'a pas eu le temps de la développer. Donc oui, ça me fait penser, quand j'étais petit, je passais devant un vendeur de têtes d'agneau. C'est une chose que l'on partage ou que l'on partageait avec d'autres pays, dans lesquels la tête d'agneau est vraiment une des choses les plus appréciées. Et donc, normalement, la tête d'agneau, on ne pouvait la consommer que durant la fête, deuxième jour de la fête du sacrifice, sacrifice du bélier. Et donc, alors que là, c'est à disposition. C'est cuit à la vapeur, c'est cuit. Et puis finalement, ça sentait bon. Est-ce que c'était les épices, le cumin, par exemple? Ça sentait bon. Là, je passais devant, je voyais des gens venir acheter une tête, la moitié d'une tête. Et moi, je restais extérieur à ça. Je savais que dans ma famille, on n'en achetait pas comme ça, extérieur. Et puis,
J'ai jamais demandé, même plus grand, jamais cherché à en acheter. J'aurais J'avais les moyens un peu et même, quand je suis rentré grand, j'avais encore plus les moyens, mais jamais acheté. C'est vrai que une tête d'agneau, c'est une tête d'agneau mort, mais accommodée, ça passe. C'est pas de la chair qui sent mauvais. Au contraire, c'est appétissant. C'est extraordinairement bon. Comme il y a peu de choses comme ça dans le monde qui sont aussi bonnes. Oui, c'est bon. Il y a plein de choses comme ça qui sont bonnes, qui font notre mémoire et notre identité olfactive, identité désirante. C'est vrai, la chair de sardine, il n'y a pas plus basique. La chair de sardine qui vient d'être grillée, juste grillée. Sardine, c'est un peu le poisson du pauvre, mais quand même, c'est très fin, c'est très goûteux et et ça passe. On peut en manger jusqu'à plus soif. Ça se laisse manger. Une sardine, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Ah, la septième, là je dis stop. T'es parti dans le... Je comprends Il y a quelqu'un les goûts et les couleurs. Non, je comprends. Je comprends que tu puisses avoir la nostalgie. C'est vrai, quand moi je prépare quelque chose d'assez basique, d'assez commun, des pâtes à l'eau, même agrémentées d'un peu de parmesan, même un peu de laurier, même un peu, enfin pas laurier, mais un peu de, comment on appelle ça? Ça reste, je me force, et puis je mange seul. Il n'y a aucun, le plaisir et on est d'autant plus diminué. Je mange seul. Depuis la mort de ma mère, et tu le sais, je mange seul. C'est vrai, et tu le sais encore. Je dispose devant moi l'assiette de ma mère. Bon, je ne vais pas jusqu'à la servir. Ce serait un peu bête. Mais là, sa serviette, sans couvert, et sa serviette. Après, quand c'est fini, moi je ramasse, évidemment, je ramasse tout ça, mais quand je laisse pas. Je sais que c'est peut-être un peu anormal, un peu chelou, mais il me plaît de partager avec ma mère, même si dans les faits, il n'y a rien de partagé. Ma mère n'est pas là et je lui sers rien dans son assiette. Je prépare juste pour moi. Donc voilà, 150 grammes, 200 grammes de pâtes
que j'essaie de manger tant bien que mal. Quelquefois, quelquefois je me fais un petit ragoût que je réussis ou que je réussis pas, mais bon, je fais un petit ragoût. Mais bon, je le mange hein, quand même, hein. Si je l'ai raté, je le mange. Personne n'est là pour me dire non, c'est à jeter. Moi, je jette pas. Je suis économe. J'ai pas trop les moyens de jeter, alors je mange. Cramé, à moitié cuit, pas assez assaisonné, je mange. Je me dis, ce qui est important, c'est de remplir sa panse. Après le reste, tu le sais, ça fait 20 ans que j'ai invité personne. 20 ans, même plus peut-être. Depuis la mort de ma mère, ça fait bientôt 20 ans. Comme le temps passe vite, bon, il m'a rendu l'absence de ma mère plus supportable, c'est clair que. Mais tout de même, je dois veiller à ce que les mythes ne fassent pas trop de ravages dans sa garde-robe. Je fais attention à renouveler les pastilles, ce produit chimique là. C'est important que les vêtements de ma mère restent en bon état, même si il y a peu de chances qu'elle puisse les remettre ou les mettre de nouveau. Il y a peu de chances. Pourquoi tu ris? Ben, je ris pas, non, c'est juste, il y a pas de chance. Je dis, il y a peu de chance. Quelquefois, c'est un rire un peu nerveux, si l'on veut. Ouais, il y a peu de chance. Mais depuis la mort de ma mère, j'ai des comportements un peu bizarres, quoi, qui m'étonnent moi-même. Ouais, la chambre de ma mère, j'aurais pu la louer, la sous-louer. Mais non, je respecte la chambre de ma mère tant que la chambre de ma mère est en place. Ma mère n'est pas totalement morte. D'ailleurs, tous les soirs, je vais lui dire bonne nuit. Je vais souhaiter bonne nuit, je l'embrasse. Ben, j'embrasse son oreiller. J'essaie de sentir son odeur. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'odeur sur l'oreiller, mais bon, c'est jamais. Je ferme la fenêtre, la porte de la chambre, très doucement, comme si, pour cela, oui, je fais comme quand elle était là, quand elle était là, avec moi, physiquement. Après, elle est toujours là, avec moi, de plein de façons. Je peux pas comme ça me séparer de ma mère. C'est comme si je me séparais de moi-même. Tu vois, t'aimes parler de ta mère. Ben oui, moi aussi, j'ai mes sujets favoris, j'ai mes fixations. Et je trouve que j'ai créé un équilibre, peut-être un peu surprenant, un peu même qui peut interroger. Mais en quoi? Mais je fais de mal à personne. Ma mère, c'est l'être le plus important dans ma vie. C'est important que je lui reste fidèle.
que je la protège de l'oubli, voilà. C'est mon tour de parler. Et dis donc, c'est vrai, la personne qui a parlé de sa mort, c'est quand même regrettable. J'ai en mémoire le filet de sa voix, un peu, un peu aiguë, cette voix, mais cette personne qui était toujours, quand elle intervenait en public, quand elle s'exprimait, un peu enthousiaste, engagée, voilà. Dire que les choses doivent s'arrêter. C'est la leçon la plus fondamentale. Bien sûr, la vie est aussi une leçon, mais la mort, puisque la mort conclut la vie. Alors que la vie, elle, c'est-à-dire on peut arrêter de donner la vie, mais par contre, la mort, c'est la fin. Et comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la mort? Que les naissances ne compensent pas les morts. L'être qui meurt et l'être qui naît, ce n'est pas la même chose. En général, l'être qui meurt, il emporte avec lui beaucoup de choses, perdu à jamais, parti avec lui dans la terre ou dans le feu. Voici une mémoire chargée. Voici une capacité, des talents, capacité, compétences, expérience. Tout cela, bon, effacé. Et en face, on a quelqu'un qui va devoir commencer de zéro le cycle de la formation, etc. Si on n'aurait pas pu prendre quelque chose comme ça, de quelqu'un qui va mourir et la mettre injectée directement dans la tête de quelqu'un qui vient de naître, sorte de transvasement. Après, c'est la mort, c'est, on peut dire, tiens, je m'en fiche puisque c'est souvent, ça arrive qu'aux ennemis, qu'à mes ennemis, ça arrive aussi aux gens qui comptent pour moi. Alors je dois y penser sérieusement. Si l'on doit avoir une seule chose en tête, chose présente, omniprésente, c'est bien la mort. Une sorte de maître étalon censé nous maintenir toujours un peu bien orientés. Si je commence un peu à développer une forme d'expansion de mon moi, voilà, expansion qui pourrait être nuisible à d'autres, rappelez-moi de penser à ma mort. Et alors là, boum, je me ramasse et je me fais tout petit. Je dois pas oublier maman. Et je dois pas faire semblant de pas être concerné par la mort. Je peux conjuguer ça à l'infini.
Je meurs, tu meurs, il meurt, elle meurt. C'est la mère qui meurt. Elle meurt, la mère. L'engendresse meurt. La déesse mère meurt. Après, plus rien n'a d'importance. Plus rien ne compte. Et oui, cette histoire qui était là, c'est les auteurs musulmans. Chaque livre se terminait par cette phrase: Dieu seul, Dieu sait. Dieu est le sachant, est le vrai sachant, est le sachant ultime. D'une certaine façon, on devrait toujours avoir, non pas quand on doit conclure, mais en permanence. Oui, mais je tiens à préciser, je dois prendre en compte, il y a un élément. Comment je pourrais dire ça? Il faut, il y a un invité que l'on doit avoir présent à nos côtés en permanence. C'est, c'est celui, c'est le, comment dire, c'est le rectificateur. Oui, imagine, suppose, là t'es amoureux de ta parole, t'es amoureux de ton statut, t'es amoureux de toi-même. Nuance, rectifie, introduit une petite dose de relativité, relativise. Donc c'est celui qui est invité, c'est le relativiseur, celui qui dit oui, d'accord, tout cela est bien beau, mais alors c'était l'obligation dans les conditions où il te fallait écrire tes derniers mots, ton testament, voilà, et t'as pas beaucoup de temps. Et imaginons même que tu n'aies plus toutes tes facultés, que tu peux plus écrire parce que ta main est trop abîmée, ankylosée, presque, presque paralysée. Imaginons que ta tête n'arrive plus à composer les phrases, encore moins à composer quelque chose de bien tourné, bien fait. Tu pourras écrire sous ta dictée. Mais si tu as perdu ta capacité à jouer avec les mots, à faire plier les mots à ta volonté, alors tu vas écrire quelque chose de plat. Ça va être plat. Tu vas dire des banalités. Tu me diras, oui, m'en fous, que ce soit des banalités. Après tout, ce sont des vérités permanentes, constantes. La banalité n'est pas un défaut, n'est pas une anormalité. C'est la vérité. La vérité est banale. La vérité de notre être est quelque chose de très commun. C'est banal de dire, oui, chaque corps, chaque corps est mortel, ceci, cela. Et les conseils qu'on pourra donner, c'est toujours des conseils très, comment on dit, orientés de la même façon. S'il vous plaît, prenez soin de vous et des autres. Ça veut dire quoi exactement?
prendre soin de soi-même, prendre soin de soi-même avant tout et faut-il composer entre soi-même et les autres. Qu'est-ce qui est plus important, les autres ou soi-même? Et c'est une occasion pour moi de rappeler cette histoire de ces vêtements chers à l'être qui est mort ou qui va mourir. Quel va être le destin de ces vêtements? Est-ce qu'ils vont finir à la déchetterie? Est-ce qu'on va s'en débarrasser comme ça? Ah, il y a une épreuve terrible, terrible, avant que les vêtements n'arrivent, ne soient emballés et qu'elles n'arrivent quelque part dans un pays chaud. Finalement, ils ne sont pas totalement très adaptés. Avant que cette veste n'arrive, bah, finalement, elle aura eu de la chance. Elle aura traversé elle aura connu plein d'écueils, elle aura traversé plein de moments, j'allais dire, de moments très... Elle aurait pu être jugée comme n'ayant pas de valeur, ne pouvant pas être vendue en tant que telle. Mais par contre, elle va être envoyée à la, à la déchiqueteuse. Elle va peut-être être, devenir une simple serpillière. C'est quand même un avenir possible, un sort possible pour les vêtements qui nous sont chers. Qui te sont chers? Je peux pas dire que ça sert à rien, que c'est pas utile, les serpillères. Mais quand même, c'est mieux d'imaginer que sa veste va vivre, va connaître d'autres cieux, qu'elle va être portée par des jeunes, par des moins jeunes, que finalement, elle va nous donner peut-être de l'allure à quelqu'un qui en aurait bien besoin, que cette veste, ben, un père va l'offrir à son fils, que le fils va la porter, va être fier, va être content de la porter. Pas imaginer que cette veste va traverser des pays, des continents, des déserts, des savanes. Voilà, elle dire tiens, qu'elle va entrer en contact avec d'autres mains, d'autres corps. Oui, elle risque d'être portée à même le corps, mais c'est encore mieux. Elle va fusionner avec le corps de son porteur. C'est mieux d'imaginer comme ça. Alors c'est pas seulement de penser à soi au lendemain de sa mort, mais aussi penser aux choses que nous avions l'habitude de garder précieusement, les choses sur lesquelles nous veillions et les choses que l'on nous sortait dans les grandes occasions. Cette veste, quand je l'amenais au pressing, je demandais à ce qu'on y fasse attention. Attention, c'est un tissu très fragile. Attention, température basse. Attention, pas de détergent trop fort. Attention, attention. Et quand on la ramenait chez soi, on regardait si elle n'avait pas été abîmée,
et puis on l'a touché avec amour, ce rapport charnel avec une veste en particulier, puis on la remettait à sa place, en attendant le jour où on va pouvoir la sortir à la lumière. Là, il s'agit d'un jour important, c'est la commémoration d'un événement, un événement fondateur, c'est à l'occasion d'une honorification. Aujourd'hui, on va recevoir une médaille du mérite, délivrée par la nation pour les actes, pour le dévouement, pour l'esprit, pour le soin porté au bien public, pour l'intégrité, notre intégrité, pour notre exemplarité. Tu vois que la mort, ça fait parler. Toi, c'est ta mère qui te fait parler, moi, c'est la mort. Mais en tout cas, ta mère aussi est morte. Elle est qu'à moitié morte, attention, attention. Je ne permets pas. Elle est un peu morte, pas totalement. Tu vois, alors tu penses quoi? C'est vrai qu'on on a mis longtemps à se revoir. Aujourd'hui, il y a toujours le couvre-feu, toujours la nécessité d'être un peu dans le jeu d'évitement. Aujourd'hui, il y a du monde dehors. Vous savez, j'entends des voix. C'est vrai, il y a des réjouissances, il y a des gens qui ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Je ne saurais le dire. En tout cas, ils ont l'air de fêter une victoire. Oui. Alors, tu vas revenir me voir? Oui, bien sûr que je vais revenir. C'est un peu dommage de te voir dans cet état-là. T'es un peu, je te vois un peu mal en point. T'as l'air de supporter difficilement tes conditions. Oui, t'as raison. Je me pose la question, mais quand est-ce que je vais craquer? Quand est-ce que je vais cesser de contrôler tout cela? Je suis étonné, je m'étonne de moi-même, mais pas dans une, comment dire, un ordre d'idée intéressant. Je m'étonne de ma capacité à accumuler de la souffrance. A priori, je sais pas, peut-être doué pour cela. Pourtant, je devrais. Enfin, j'aimerais bien basculer dans une forme de folie contrôlée pour pouvoir composer des choses. Alors évidemment, pas style de Lyoto. Si je dis bien son nom, j'ai peur d'avoir oublié. L'auteur, le jugement de Dieu, pour le jugement de Dieu, je me souviens plus. En tout cas, on a cité Lyoto il n'y a pas longtemps.
Et dans ma tête, ça semble se mélanger Lyoto, Lyotard, Jean-Pierre Lyoto, je suis plus sûr. En tout cas, lui, il a eu droit à un calvaire bien, bien particulier. Chacun un peu son calvaire, chacun va être crucifié sur sa croix. Et les croix sont pas toutes pareilles, évidemment. La passion, chacun aura droit à sa passion. Alors, une fois qu'on a fini avec toutes les figures, à citer toutes les figures christiques, histoire, la fin de Jésus, on peut revenir un peu vers quelque chose de bien, bien terre à terre. Faire des expériences avec soi-même, être soi-même, l'objet de l'expérience, et puis finalement pousser jusqu'à être approché du point de rupture pour voir ce qui peut finalement émerger ou jaillir de tout cela. Il y a trop de contrôle. Comme il y a un contrôle sur le niveau de la voix, il y a trop de contrôle. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de laisser aller, il n'y a pas assez d'irrationalité, il n'y a pas assez de comme entravé, comme contraint par quelque chose de très costaud. On n'arrive pas à s'en libérer pour aller vers quelque part les espaces ouverts, les espaces de l'improvisation, c'est-à-dire d'une forme détente qui se nourrit de ce qu'elle a accumulé, ce qu'elle a entassé. Là, il y a une frustration, là, il y a une déception, là, il y a une forme de résignation, et tout cela doit sauter. Voilà donc, il est temps de nous dire, de nous séparer. C'est comme ça. Et puis, j'espère te revoir très vite. Bon, on va se retrouver en plein jour, comme ça je pourrai parler normalement. Là, je trouve que je parle trop bas. Je suis pas à l'aise. Et comme j'ai poussé une gueulante contre le voisin ou la voisine d'en haut, j'essaie de ne pas être pris en faute. Qu'en fait, voilà, je suis pas du tout à mon aise et ça se ressent sur ma capacité à aller dénicher les mots et les propositions qui pourraient singulariser, donner une personnalité propre, personnalité intéressante à ce propos. À très bientôt.
ou peut-être à jamais, qui sait? De toute façon, un jour, on va devoir se dire adieu, comme ça.